Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors je vous emmène avec moi. Cette semaine, direction le département de l'Aube. À une trentaine de minutes au sud-est de Troyes, je vous retrouve au cœur d'une forêt et d'un vaste parc pour vous présenter un jeune homme à la fois étonnant et passionnant. Il s'appelle Édouard et Édouard, il a quelque chose d'exceptionnel, c'est son âge. Alors quand à 22 ans, on s'endette pour une bonne partie de sa vie pour acheter un château à rénover, c'est qu'on a forcément une histoire avec les vieilles pierres. Et cette histoire incroyable, elle commence par le coup de foudre d'Édouard pour ce château de Vaux. Une magnifique demeure construite au début du XVIIIe siècle. Édouard, on est dans la cour du château. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu es venu ici et l'impression que ça t'a donné? La première fois, je me rappelle très bien, puisque j'allais en Alsace et sur la route des vacances, j'ai eu l'opportunité de m'arrêter et de visiter le château. Et puis l'émotion immédiate que j'ai eue, c'était découvrir ce château qui était en train de, pas de s'écrouler, mais qui avait l'air tout comme abandonné et sans solution. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a le plus touché. Et le style plus particulièrement du château, c'était quelque chose que tu connaissais déjà? Comment on peut le qualifier? Alors c'est un château qui est ultra classique. Alors c'est pas un terme péjoratif, ça veut juste dire qu'en fait du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe, on construisait des châteaux très symétriques. Donc voilà, le style classique ici, il prend tout son sens puisqu'on a une façade qui est extrêmement droite avec un corps central, deux pavillons et deux ailes qui sont absolument identiques et construits du coup par un architecte connu qui était l'architecte royal du temps du roi Louis XV qui s'appelle Germain Boffrand. Et ici, il a réalisé un de ses chefs-d'œuvre. Lorsqu'Édouard acquiert le château de Vaux en 2015, ça fait plus de 80 ans qu'il est à l'abandon. Le temps et les intempéries ont laissé d'énormes traces. Édouard se donne alors la mission de sauver ce patrimoine extraordinaire. Là, c'est pas forcément immédiat, on est dans quelle pièce exactement? Et c'est la salle principale du château. C'était un salon de réception pour les invités. Et donc ça s'appelle le Grand Salon. On a une belle trace du passé, on arrive à voir la pièce, c'est relativement lisible. Mais le plafond est en train de s'écrouler, donc il est tenu par un étai en bois. Mais les fenêtres, c'est pareil, sont dans un état un peu moyen. La seule trace qui reste dans la pièce, finalement, c'est le parquet, qui est en très bon état. Et donc là, toi, ton objectif dans cette pièce, ce serait de faire quoi et dans combien de temps? Comment on s'organise? Alors là, la priorité, ça va être déjà de refaire tout ce qui est structure, le toit du château, pour descendre en fait jusqu'au rez-de-chaussée où on se trouve. Et après, dans un dernier temps, du coup, la décoration et la disposition intérieure. Mais il y a beaucoup de travail avant ça, parce que vous voyez que les étais retiennent ce qui est le plus important pour la pièce, c'est-à-dire le plafond. Donc si on enlève ces étais, je pense qu'on prend le château sur la tête. On arrive à faire des travaux pour protéger un peu la coquille extérieure, mais l'intérieur, ça va demander des années, voire des décennies de travail. Mais alors toi, quand tu arrives ici, c'était il y a 4 ans, tu as 22 ans, ça te fait pas peur? Si, mais si, ça m'a même affolé. Mes parents, en plus, qui sont venus au début quand j'ai décidé d'acheter, ils m'ont dit on va peut-être quand même aller voir le château que tu veux racheter. Et ils m'ont dit, voilà, on a restauré beaucoup de châteaux, mais celui-ci va demander un soin, une attention même toute particulière. Et ils m'ont dit, fais bien attention, parce que là, tu t'engages sur des millions d'euros et sur des décennies de travail. Et maintenant, on est en train du coup de prendre des options pour la restauration et de voir quelle est la priorité surtout. T'as hâte ou tu... J'ai hâte, j'ai hâte parce que l'objectif d'un propriétaire privé, c'est d'entretenir son château ou d'y faire des travaux, mais ma bataille, c'est d'arriver à montrer aux gens qu'avec le budget des visites, donc autrement dit avec ce qui paye, qu'on arrive à faire des travaux. Alors là, c'est une pièce qui a gardé sa disposition et son tissu d'origine. Donc là, la pièce, le tissu, etc., ça n'a pas bougé depuis 1930, quand les derniers propriétaires privés, la famille qui occupait le château a décidé de partir. Mais ça veut dire que depuis 1930, il n'y a plus personne dans le château? Exactement, depuis 1937, ouais. Mais il y a énormément de châteaux qui ont changé de main dans les années 40, 50, 60. Et c'est là qu'on voit des gens comme nous, du coup, qui sont arrivés. Alors on n'est pas des roturiers, on n'est pas non plus des investisseurs, on est des gens passionnés par notre métier. Et dans la famille, on rachète des châteaux dont personne ne veut, ou qui sont très délicats d'un point de vue restauration. Qu'est-ce qu'on peut y faire dans un château en ruine?
Il y a 4 ans, c'était un château qui n'avait jamais été ouvert au public, où il y avait tout à faire. Mais j'ai retroussé les manches et j'ai essayé d'y arriver. Donc là, chaque année, on arrive à un peu plus de résultats et ça fait plaisir. Mais au départ, ce n'était pas gagné quand même. Et toi, c'est tes parents donc, qui t'ont transmis cette passion. Ça se passait comment quand tu étais petit? Tu passais tous les week-ends à visiter des châteaux? Enfin... Bah, avant de visiter des châteaux, on s'occupait des nôtres. On en avait 3. Mes parents ont même repris une abbaye qui était dans un grave état et qu'ils ont ouvert au public. Et en fait, ils avaient vraiment cette folie d'aller toujours plus loin pour aller restaurer des maisons. Et ma mère dit toujours, quand on arrive dans un château, les pierres nous parlent. Mais je pense que la seule chose qu'ils m'ont transmis, enfin la plus belle en tout cas, c'est ça. C'est de savoir que quand on va dans un endroit qui est dans un grave état de péril, ou quand on n'a pas de solution pour un château, bah nous, les pierres nous parlent. Et on ressent une émotion que peut-être certaines personnes n'ont pas. Et on se lance un défi nous-mêmes, celui de faire revivre en fait nos vieilles demeures par des projets assez simples, mais qui impliquent les visiteurs et qui aussi montrent qu'on a la volonté de restaurer ces châteaux. Pour entretenir et avoir les fonds nécessaires à cette restauration gigantesque, Édouard ouvre le château au public et organise des enquêtes géantes. Le jeu de piste prend place dans les sous-sols du château et on commence dans les cuisines. Donc là, ici, on va baser toute notre visite autour d'une expérience qui consiste à plonger en pleine histoire en 1850, lorsque le château appartient à Charles de Maupas et qui dirige la police secrète avec le fameux Vidocq. Et ce fameux Vidocq, en début de parcours, va expliquer aux visiteurs qu'il y a eu un meurtre et qu'il faut résoudre l'enquête à sa place, puisque lui est en fin de carrière, et que du coup, parmi les 20 domestiques, un pour chaque pièce, donc on a 20 lieux à visiter, parmi les 20 domestiques, il y a un seul coupable, et il faut trouver lequel c'est. Donc pour ça, les gens, dans chaque pièce, ils vont avancer et ils vont chercher un indice. Là, l'indice, dans la cuisine, par exemple, il est caché dans l'appareil de cuisson, qui est une cuisinière de 1830. Donc ils vont devoir ouvrir toutes les petites portes, essayer de trouver quelque chose qui est en train de se consumer, que le meurtrier a voulu... Ah oui, il a voulu s'en débarrasser. Il a voulu s'en débarrasser. Donc on met une vieille lettre qu'on va faire tremper dans le café et qu'on va brûler à moitié avec des trous. Et les gens vont devoir décrypter un code. Ils vont le marquer sur leur parchemin. Après, ils vont avancer dans l'autre pièce, etc., etc. Cette machine, elle était dans le château. Oui, c'est la chaudière, alors pas historique, là on remonte seulement au 19e siècle, c'est pas si vieux, mais au 18e c'était la salle à manger des domestiques, on a retrouvé ça sur les plans. Et donc voilà, mais cette chaudière, elle a été installée par le propriétaire qui avait beaucoup de moyens, qui s'appelait Charles de Maupas, le fameux, et ce fameux Maupas, du coup, a voulu installer le chauffage central dans tout le château. Donc là, la chaudière, elle était pour lui, pas pour les ses domestiques, invités. Les domestiques, dans les caves où on se trouve, ils avaient la cheminée et peut-être la chaufferie qui rayonnait un peu sur toutes les salles, mais ce n'était pas la priorité au 19e siècle de chauffer les gens qui travaillaient, plutôt les invités, les chambres et tout ça. Donc voilà, et cette chaufferie, elle était en très mauvais état, on l'a retapée entièrement. Vous voyez, on a tout poncé, on a retrouvé les petites baguettes en laiton, les boutons en bois. Elle est belle, hein? Et si bien que les gens nous demandent si elle fonctionne, parce qu'en fait, on peut encore tout régler, le tirage, la pression, voilà. Il y a encore tous les vieux manomètres. En fait, là, la visite, elle va consister à trouver des indices dans toutes les pièces. Et là, par exemple, dans la chaufferie, c'est la chaudière qui sert en gros de cachette. Et là, donc, il faut mettre la main dans le noir, on ne sait pas trop où on va. Nous n'allons pas vous révéler tous les indices de cette enquête, évidemment. Si vous passez par l'Aube, c'est une très chouette idée de sortie et vous aiderez à la reconstruction du château. Alors en fait, l'intérieur du château a été dilapidé dans les années 30-40. Il y a beaucoup de choses qui sont parties, donc l'intérieur ne méritait pas, on va dire, un classement au titre des monuments historiques, à la différence des façades qui sont intactes, sauf cet escalier, du coup, qui est resté dans son jus d'origine, qui part des caves, donc là qui est assez simple, mais qui a un modèle très élégant, avec une vieille balustrade en fer forgé. Et quand on arrive à l'étage noble, du rez-de-chaussée au deuxième, on a du coup une très très belle rampe d'époque Louis XVI, qui a été ajoutée sur l'escalier, qui a été plutôt conçu, lui, à la Régence, donc au tout début du XVIIIe. Donc il est protégé, et là on a remis en valeur toute cette pièce en refaisant la voûte, qui était en partie écroulée, et surtout il y avait des murs de séparation qu'on a fait disparaître, qui avaient été ajoutés dans les années 1900, qui n'avaient pas du tout d'intérêt historique, et là on a remis la pièce dans son état et son volume d'origine. Et c'est lumineux aussi en fait, on est dans les caves mais c'est quand même, il y a de la lumière et c'est agréable. Il y a des grands soupiraux, c'était conçu depuis l'origine avec des baies vitrées pour qu'il y ait quand même de la lumière et pour bonifier le vin et pour que les membres du personnel aient quand même un peu de lumière, oui. parce que sinon on ne voit pas le jour, c'est comme une mine.
Mais ouais, on a vraiment d'exceptionnelles caves et dans chaque pièce, on a un décor, on a un détail d'architecture qui change. Et ici, bah, c'est cet escalier. Est-ce qu'on peut l'emprunter? Bien cet sûr, escalier on va monter quand même. Je monte avec le châtelain en plus. C'est quand même. Le châtelain, c'est pas un terme très moderne pour dire qu'on est propriétaire d'un château. Mais si On tu dit veux, comment alors? on dit un gestionnaire ou un restaurateur de monuments historiques. Toi, quand tu te retrouves ici, alors des fois il y a plein de monde puisqu'il y a des mariages, et puis j'imagine que des fois tu dois te retrouver tout seul dans cette immensité, dans ton château. Alors il y a une petite partie du coup rénovée que tu peux habiter. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es là et que tu es seul dans cet endroit? Il se passe quoi entre toi et les pierres? Eh ben, il n'y a pas que les pierres justement ici, il y a beaucoup de choses qui me parlent. Et bah, il se passe quoi? Il se passe que je réalise que j'ai un grand privilège et une grande chance. Et après, voilà, la chance se crée. Quand on a envie de quelque chose, je pense que dans la vie, rien n'est impossible. Et Vaud est un bon exemple, puisque je n'avais pas d'argent, j'ai réussi à me battre pour trouver un financement. J'ai acheté le château, maintenant le plus dur reste à venir, c'est les travaux. Mais je me dis chaque matin en me levant que j'ai une chance phénoménale de traverser cette cour. Le matin, il y a de la brume, il y a un côté magique, c'est tout simplement beau. Et après, bah, plus tard dans la journée, les visiteurs arrivent. Et c'est la meilleure rançon finalement De ton engagement? de mon engagement et de mon travail qu'on fait. Parce que voilà, il y a des moments difficiles. Hein. L'hiver, parfois, le chauffage est coupé. Parfois, il y a des intempéries qui durent plusieurs jours. Mais il ne faut pas oublier chaque matin en se réveillant de réaliser et de se dire qu'on a beaucoup de chance de faire ça. Sinon, en fait, C'est vrai que c'est pas c'était un possible. beau moment de partage avec Édouard et son amour du patrimoine. Si vous souhaitez retrouver toutes les infos sur le château de Vaud, je vous invite sur terredefrance.tv. Vous découvrirez aussi les coulisses de l'émission sur nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour de nouvelles rencontres. Je vous laisse avec de jolies images de ce territoire. J'ai rien à faire dans le rouge, j'ai tout à faire dans le move, je suis comme un naufragé. Dans cette cour, le matin, il y a de la brume, il y a un côté magique, c'est tout simplement